Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Eh bien, pour cette deuxième partie de notre émission littéraire, je suis en compagnie d'Hervé Devred pour Le Chaudron des Illusions, paru chez MVO Éditions, ouvrage que nous allons découvrir au cours de cette émission. Nous allons parler d'autres de ces ouvrages, et en particulier d'une initiative originale sur les réseaux sociaux. Hervé Devred, bonjour. Bonjour et merci pour cette invitation. Alors, vous êtes déjà venu il y a à peu près un an, je crois, grosso modo. Oui, c'est ça, oui. À peu près un an pour parler de certains de vos romans. Et là, nous allons parler entre autres du Chaudron des Illusions. Mais je remarque une chose dans beaucoup de vos ouvrages, pas dans tous, mais dans presque. Très souvent, nous sommes vers la fin du 19e siècle. Règne de Napoléon III, un peu Louis-Philippe quand même, parfois, avec par exemple le Chaudron des Illusions, le personnage monte à Paris alors que c'est encore Louis-Philippe qui est sur le trône. Mais souvent, c'est vers les années 1880 également. Mais vous avez fait une incursion dans les années 1920 dans un autre roman, tout de même. Oui, je suis sorti de mon domaine de confiance, comme on dit, pour aller jusque dans les années 1920. Mais c'est vrai que la période de la naissance de la Troisième République, la naissance difficile de la Troisième République, est une période que je trouve absolument fascinante parce que c'est vraiment la matrice de notre société aujourd'hui, quoi qu'on puisse en penser. Et on a déjà à l'époque un certain nombre des sujets, des grands débats qui traversent encore et qui divisent encore notre société. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Et en tout cas, c'est une matière romanesque qui est très riche. Alors avec le Chaudron des Illusions, nous allons arriver également dans quelque chose qui a révolutionné Paris. C'est l'époque où un certain baron Haussmann va totalement transformer la physionomie de la capitale. C'est aussi un sujet qui est très très intéressant. D'ailleurs, le règne de Napoléon III, c'est un règne qu'en général, dans les cours d'histoire, on laisse tomber. Parce que il est frappé d'infamie par le grand Victor Hugo qui, depuis son rocher, a dit « Je ne rentrerai que quand la liberté rentrera ». Mais c'est quand même une époque pendant laquelle Paris a été totalement transformé et où il y a eu les premiers essais à la fin du règne de Napoléon III on va pas dire de démocratie parlementaire, mais il a autorisé le syndicalisme, et également le droit de grève a commencé à peu près à cette époque. Alors, il a autorisé le droit de grève, mais le syndicalisme, c'est plutôt la loi Waldeck-Rousseau la charte d'Amiens. Voilà, et 1884. Mais en 1869, il a accepté le principe d'une démocratie parlementaire, puisqu'il a accepté le principe que le cabinet, le Conseil des ministres, soit responsable devant l'Assemblée. Et dans cette affaire donc de la transformation de Paris, il va bientôt, bien évidemment, avoir des affairistes qui vont avoir beaucoup de choses pour gagner le maximum d'argent. Et on retrouve ça dans votre roman. Oui, je dirais que c'est même le cœur du roman. Le cœur du roman. Et alors, du point de vue économique, ce qu'on constate à l'époque, c'est que finalement, la machine de financement de ces travaux, qui étaient absolument colossaux et qui demandaient énormément d'argent, a été fournie par justement la spéculation. Il fallait montrer aux gens qu'on s'enrichissait très rapidement, quitte à tout perdre en l'espace d'une nuit, pour qu'il y ait de plus en plus d'argent, de plus en plus de gens qui veuillent bien tenter leur chance. Et ça faisait marcher la planche à billets, et ça a grandement financé, avec des mécanismes parfois un peu complexes, ça a grandement contribué à financer les travaux haussmanniens. Et le héros de ce roman s'appelle Jules Boisrenard. On l'aurait presque vu dans La Comédie humaine de Balzac. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je cache pas que je me suis beaucoup inspiré à la fois de Balzac et de Zola, sachant que j'ai voulu créer un personnage qui soit un peu à l'antithèse d'un Rastignac, par exemple. Rastignac arrive à Paris, très ambitieux. À nous de Paris.
Ah oui, alors que Jules Boisrenard monte à Paris en se disant qu'il va dompter la finance pour la mettre au service euh, du bien-être de l'humanité. Alors évidemment, dans l'atmosphère de corruption qui règne et compte tenu de toutes les de tout ce qui peut le tenter, ça va le détourner de son ambition première. Et il va s'apercevoir au bout du compte que finalement il se fait berner par des gens qui sont beaucoup plus cyniques que lui, et c'est un peu la raison du titre, hein, le chaudron des illusions. Il va perdre toutes ses illusions dans un drame familial absolument terrible. Alors à Paris, à l'époque, sous le Second Empire, il y a un deuxième, peut-on dire, empereur de Paris, c'est Offenbach, que nous écouterons à la fin de l'émission d'ailleurs. Oui, et puis Offenbach, c'est quand même assez truculent hein, comme musique. D'abord, c'est de la bonne musique, c'est pas de la musiquette, hein, comme on peut en entendre maintenant. Mais il y a des textes qui sont absolument savoureux. Et je crois que c'est La Belle Hélène que vous avez choisi. Oui, tout à fait. Ça sera le complot des rois, l'air très célèbre du complot des rois. J'ai choisi moi de placer une des scènes très importantes du roman plutôt à la première de la vie parisienne, parce que finalement les opérettes d'Offenbach, c'est quand même très représentatif de cette époque, et les représentations de ces opérettes, c'était aussi un endroit où le tout Paris se rencontrait, le tout Paris à la fois des petits épargnants qui gagnaient sou après sou, mais aussi des cocottes, des demi-mondaines, comme on dit. Et qu'on retrouvera avec Zola, avec Nana, par exemple. Et qu'on retrouvera avec Nana, et des aigrefins. Faut bien dire les choses. Alors, on n'a pas signalé quelque chose, c'est que le Chaudron des Illusions a été récompensé par un prix. C'est exact, c'est le prix du Salon du Livre de Nevers que j'ai reçu avec beaucoup de plaisir au mois d'avril. C'est certain que ça fait chaud au cœur de voir que le livre qu'on a écrit, auquel on a consacré plusieurs mois et de nombreuses nuits, a été lu et apprécié par des gens qui ont l'habitude de lire les livres et de les comparer à d'autres. Pour vos ouvrages, vous faites tout de même des recherches historiques généralement. C'est une grande partie du travail, mais je considère pas ça comme du travail parce que pour moi c'est très stimulant, c'est un jeu de pistes. Quand j'ai une scène à écrire, par exemple la scène concernant la première de la vie parisienne, j'ai envie que le lecteur se sente vraiment plongé dans le théâtre, et donc j'ai envie d'écrire de manière très précise ce qui peut se passer au cours d'une première d'une opérette d'Offenbach. Et à partir de là, je me mets en piste. Et puis je cherche, je creuse, je lis d'autres livres, je regarde des gravures d'époque, et une fois que je suis satisfait, que je pense avoir suffisamment d'éléments, je me mets à écrire. Donc cet ouvrage, je répète, son titre, c'est le Chaudron des Illusions. Et nous allons parler maintenant d'un ouvrage, alors d'une façon très originale que vous avez eu d'écrire, c'est pour le Victor Hugo et le dirigeable. Est-ce que vous pouvez nous donner la genèse de cette expérience qui a été concrétisée? Alors la genèse, c'est, vous allez trouver que c'est assez fortuit, hein. J'avais reçu il y a un certain temps, il y a un petit peu plus d'un an, une carte de Nouvel An d'un ami que j'avais trouvé très original, et je lui avais dit, parce qu'il y avait à la fois des éléments d'époque du 19e siècle, puisqu'il savait que je m'intéressais beaucoup au 19e siècle, et puis en même temps, dans l'air, des fusées, des drones qui se croisaient. Et je lui ai dit, tiens, ça fait penser à une uchronie. Et il m'a répondu, chiche.
Rappelons que tu attends? l'Uchronie, en fin de compte, c'est un peu la fameuse phrase, si le nez de Cléopâtre avait été plus long, la face du monde en aurait été changée. On imagine Exactement. que l'histoire a été différente que de ce qu'elle est. On imagine par exemple que Vercingétorix a battu Jules César à Entre autres. Alésia. Il y a une série de bandes dessinées, d'ailleurs, Uchronie, qui existe chez Delcourt. Oui. Alors moi, je m'intéresse pas vraiment à Vercingétorix. Là, j'ai choisi un autre événement. L'autre événement, c'est la bataille de Beaune-la-Rolande. Alors pour les gens qui connaissent, ça dit quelque chose. Pour les autres, pas du tout. Il se trouve qu'en 1870, chacun connaît la fameuse déroute de Sedan, à la suite de laquelle très rapidement les Prussiens ont entouré Paris. Et on se souvient peut-être aussi, en tout cas les gens qui ont mon âge, de l'image de Gambetta qui fuyait Paris en ballon pour essayer de rassembler une autre armée, l'armée de la Loire, qui a d'ailleurs libéré Orléans, et qui s'est battue contre les Prussiens à Beaune-la-Rolande, en espérant briser le verrou qui entourait Paris, et finalement empêcher le siège de Paris. Ça a été une défaite presque plus sanglante que la défaite de Sedan, et j'ai imaginé que une silhouette légendaire apparaissait aux soldats au soir de la bataille de Beaune-la-Rolande, les fanatisait, et que il bousculait les Prussiens, il libérait Paris. Beaune-la-Rolande est redevenue célèbre, tristement, si l'on peut dire, dans les années 1930, car il y avait un camp de prisonniers, enfin de réfugiés espagnols qui était presque une sorte de camp de concentration, si mes souvenirs sont exacts. Oui. Mais alors cet ouvrage, donc Victor Hugo le dirigea, puisque c'est son titre, on peut le trouver d'une façon assez facile. On pourra le trouver. On pourra le trouver, mais enfin, il y a déjà des extraits. Ah, il y a des... Non, je sais pas. Oui, alors, des très courts extraits. J'ai trouvé des extraits quand même sur Internet. Alors là... Vous avez mis quand même pas mal d'éléments sur Internet. J'ai mis des éléments, mais j'ai mis de très très courts extraits sur... C'est vrai. Non, mais ça donne envie de le lire. Oui. L'idée de cette uchronie, c'est qu'à la suite de ça... la Troisième République n'est pas instaurée, elle est remplacée par un régime autoritaire dans lequel la presse et les livres sont strictement contrôlés. Alors autour de ça, j'ai bradé ce qu'on pourrait appeler une fable politique. Actuellement, le livre est quand même en assez mauvaise posture. Il y a un recul des lecteurs. Les librairies ferment. Les librairies ferment. Et puis, il y a une certaine mentalité un peu wokiste qui tend à imposer des règles. Par exemple, on sait que on n'a plus le droit de parler de 10 petits nègres, mais ils étaient 10. Mais il n'y a pas que ça. On sait qu'aux États-Unis, par exemple, le fameux livre La Servante écarlate de Margaret Atwood, qui est un très 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 grand livre, a été retiré de centaines de bibliothèques par les conservateurs qui le jugeaient tout à fait immoral. Donc c'est ça qui est un peu le fond du roman, sachant que je vais pas dire que je me suis amusé avec ça, mais quand j'écris un bouquin, c'est pas pour faire un pamphlet politique. Quand j'écris un bouquin, c'est un livre d'aventure, un livre d'amour, avant tout. Alors sur Internet, il y a quand même autre chose, nous allons quand même en parler, grâce à Wattpad. C'est exact. Sur Wattpad, j'avais tout début, à l'époque où je publiais à compte d'auteur, j'avais écrit un livre qui s'appelle L'affaire Saunier-Langis. Alors, quand on publie à compte d'auteur, c'est un peu la vache à lait pour les gens qui impriment. Oui, ils demandent tous les ans de remettre au pot. J'en ai eu marre, sachant que en général, ils font strictement rien pour faire la publicité, aucune diffusion. Donc, j'ai mis le livre complètement libre, en lecture complètement libre sur Wattpad. Et on peut le trouver, donc, rappelons le titre. L'affaire Saunier-Langis. Alors, vous me l'avez dit avant cette émission, de signer pour le prochain ouvrage chez un éditeur. Oui. Est-ce que ce sera le même éditeur ou un autre? Ce sera toujours MVO Édition.
en gros, j'ai fait le choix de mettre mes polars historiques chez le Lys Bleu. Ça fait une sorte de série. Mais il y a eu donc, entre autres, la Taverne du Bagne. La Taverne du Bagne. Qui se passe au temps des attentats anarchistes. C'est ça. La fin du 19e siècle. C'est il y a Ravachol, Émile Henry, enfin tout cela. Oui, 1892. Les quelques attentats qui peu avant Bono, avant que un peu avant Bono, oui, c'est pas tout à fait la même chose. Bien, Hervé Devred, je vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui dans notre studio. Je rappelle que nous avons parlé essentiellement, mais pas uniquement, du Chaudron des illusions, paru chez MVO. Et le prochain ouvrage, le titre est-il connu déjà? Eh ben, ce sera Victor Hugo et le dirigeable. Et le dirigeable. Et donc, dans combien de temps à peu près je pense que là, j'ai signé aujourd'hui le bon à tirer, mais je pense il sortira à la rentrée. Ça serait un peu stupide. Ça sera une autre occasion de vous recevoir. Ça sera avec merci grand à vous plaisir. Et merci à Yves à la réalisation. Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr